tous. Donc ce matin, nous allons vous présenter le travail qui a été réalisé sur les fonds photographiques et sur les métadonnées associées dans le cadre du projet Allegoria. Et en particulier, on va s'attacher à vous montrer comment on est parti donc, de jeux de données et de métadonnées extrêmement hétérogènes et massifs pour produire un graphe de connaissances publié sur le web de données. Donc, comme vous l'a expliqué Valérie, dans le cadre du projet Allegoria, on a traité plusieurs fonds de photographie. À l'arrivée, ça correspondait à 90 000 photographies numériques, dont 42 000 ont été numérisées pendant le projet, et dont 70 000 disposaient de métadonnées qui ont été donc, traitées pour être publiées sur le web. Et donc, tous ces fonds et les métadonnées avaient des provenances diverses. Et en particulier, pour cette présentation, on va vous présenter 4 des principaux fonds qui ont été traités. Donc les fonds LAPI et MRU qui sont conservés aux archives nationales, le fonds des photographies obliques de la Photothèque nationale de l'IGN et le fonds Combier du musée Nicéphore-Niepce. Donc le fonds des photographies obliques de l'IGN est un fonds beaucoup moins important en termes de quantité que le fonds des photographies verticales, qui lui représente plus de 5 millions de clichés, mais qui est très complémentaire des autres fonds du projet Allegoria et qui était très intéressant à ce titre. Il comprend tout de même plus de 40 000 photographies qui sont dématérialisées à 95%, et dans le cadre du projet, on a pu en traiter 36 055 très précisément. Alors c'est un fonds qui a une répartition spatiale très inégale. Il y a des zones qui ont été beaucoup prises en photo avec des photographies obliques et d'autres pas du tout. Et c'est un fonds qui a également une couverture temporelle relativement inégale. Il commence à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, en 1919. Il y a un arrêt de la production de ce type de photos pendant la Deuxième Guerre mondiale. La photographie oblique sur ce fond, en tout cas, va connaître son âge d'or dans l'immédiate après-guerre, jusqu'à dans les années 70, et puis c'est une pratique qui va se perdre petit à petit. Il vient de différentes sources, et en particulier, si on regarde un peu plus en détail, il y a 3 sources principales dans ce fonds, que sont l'IGN, la compagnie aérienne française, qui est une société privée qui réalisait des prises de vue obliques pour le compte d'institutions ou de ministères sur commande, et la société Les Prises de Vue Aériennes, qui avait été fondée par Robert Durando, qui est un ancien pilote de la CAF qui était passé à son compte. Donc là, ce sont les 3 sources principales, mais on va en trouver d'autres, comme l'EDF par exemple, ou Disney. Et en termes de techniques photographiques et de supports utilisés, c'est un fonds qui est représentatif de son époque. On va trouver essentiellement des négatifs en noir et blanc sur plaque de verre, un petit peu de film, essentiellement noir et blanc, un petit peu de couleur, et pour le reste des types de supports, ça va être anecdotique. Le fonds Combier, qui lui est conservé au musée Nicéphore-Niepce, c'est un fonds qui a une vocation légèrement différente. Le fonds des prises de vue obliques de l'IGN, c'est un fonds très institutionnel. Ce sont des prises de vue qui ont été réalisées sur commande pour des ministères dans une optique d'aménagement du territoire, de gestion des risques. Alors que le fonds Combier, lui, provient des archives photographiques de la société Combier Imprimeur à Mâcon, qui était destinée à produire des cartes postales. C'est un fonds qui a été donné à la ville de Chalon-sur-Saône pour le musée Nicéphore-Niepce en 1975, après le décès du fondateur par sa famille, et qui est composé de prises de vue aériennes à partir de 1949. Alors il y a également des prises de vue terrestres, mais la prise de vue aérienne s'intensifie et se systématise à partir de 1949 et couvre essentiellement la France et l'Afrique du Nord. Et c'est un fonds qui compte, pour ce qui a été traité dans Allegoria, 8 295 photographies avec leurs métadonnées. Bonjour, donc je vais poursuivre en vous présentant les 2 fonds d'archives retenus pour le projet aux archives nationales. En premier lieu, un fonds d'archives constitué par la division des travaux topographiques des ministères chargés des questions de la reconstruction et de l'urbanisme après la Deuxième Guerre mondiale. Et dans ce fonds, appelé Cartothèque MRU,
on trouve des séries de photographies produites à peu près au même moment que d'autres dont Nathalie a parlé, dans le cadre d'environ 1200 missions aériennes en métropole. Elle couvre toute la France à l'exception de 7 départements du sud-ouest et du sud-est. Et ces photographies ont été prises avant exécution de plans topographiques pour documenter les reliefs, la hauteur des édifices. Et de ce fait, elles nous informent sur la reconstruction et l'expansion urbaine et sur de nombreuses infrastructures telles que des usines, des monuments historiques, des gares, etc. On a retenu dans ce fonds 9600 photographies aériennes de petit format et 3900 photos de grand format qui ne sont pas encore intégrées en termes de métadonnées dans le projet, mais qui vont l'être. Essentiellement des vues obliques, comme celle dont Nathalie a parlé, et majoritairement des négatifs noir et blanc sur support souple. Le deuxième fonds d'archives qui a été l'objet d'un travail dans le cadre du projet, c'est celui des images aériennes l'API. L'API pour Applications photographiques d'industrie et d'édition. C'est une société privée qui a été active dans les années 1950-1960 et dont les prises de vue aériennes ont été acquises en 1972 par les Archives nationales. Également des vues obliques réalisées à basse altitude. En tout 300 000 phototypes dans ce fonds, parmi lesquels 28 000 ont été retenus. On a choisi de prendre en compte des tirages couleurs très bien conservés, collés dans des albums de référence, c'est-à-dire des albums qui ont servi à la société LAPI à présenter son travail pour le vendre. La société avait une activité d'édition et en particulier de cartes postales. On a également retenu 2500 tirages noirs et blancs couvrant la région Bourgogne qui ne sont pas encore dans le traité en termes de métadonnées. Certaines des photographies, grâce à l'existence de ces cartes postales éditées, leurs métadonnées ont pu être enrichies de légendes manuscrites relevées au dos des cartes postales conservées. Pour le fonds LAPI comme pour le fonds MRU, les photographies ont été numérisées, mais aussi reconditionnées, restaurées dans le cadre du projet. Comme cela a déjà été dit, ces fonds sont très diversement documentés, avec des métadonnées de diverses natures et structures. Pour les vues obliques IGN, on a deux jeux de métadonnées, un jeu au format shapefile, et un autre dans un format XML maison, on va dire, où l'on trouve beaucoup de données techniques, notamment évidemment sur l'étendue spatiale des photographies, mais pas seulement, sur les conditions des prises de vue, etc. Pour le fonds Combier, conservé donc au musée Nicéphore Niepce, on disposait de métadonnées au format CSV, donnant pour chaque image d'origine le nom du fichier numérique et des informations notamment sur le lieu représenté, mais sans structure très fine, également des informations de nature sur la description physique des photographies. Et enfin, pour les fonds LAPI et MRU, à l'occasion de la campagne de numérisation, ont été produits, comme on le fait souvent dans les services d'archives, de ce qu'on appelle des fichiers de récollement, listant donc au format CSV chacune des photographies et donnant, en l'occurrence ici, notamment l'indication des lieux, des communes objets des prises de vue. Mais c'est un relevé de ce qui est mentionné sur les photographies. Ça n'était pas normalisé au départ. Voilà. Malgré tout, ce qui était souhaité, c'était d'harmoniser toutes ces métadonnées pour produire donc des données conformes au principe FAIR,
et on a choisi d'utiliser les technologies du web de données pour produire un graphe de connaissances. Et pour cela, il fallait trouver un modèle unique de référence sur lequel baser le travail d'harmonisation. Après une étude comparative et considérant que toutes ces photographies sont partie intégrante de fonds d'archives et notamment ne peuvent pas se comprendre sans leur contexte documentaire, on a retenu un modèle tout récent qui s'appelle Records in Context. C'est un modèle international, la nouvelle norme pour la description des archives, qui comporte un modèle conceptuel, celui qui sert de socle, à une ontologie. Évidemment, cela tombait très bien. Toute récente, puisque la dernière version de l'ontologie date de février 2021. C'est une version 0.2. Donc on n'est pas encore à une version stable, mais la recommandation officielle devrait paraître fin 2022 ou 2023, et le modèle est déjà suffisamment mûr pour être utilisé. Nous l'utilisons par ailleurs aux Archives nationales pour d'autres opérations. Pour revenir à la nature de Records in Context, il faut voir que c'est une norme internationale élaborée par le Conseil international des archives et qui se place dans une dynamique comparable à celle des autres organismes internationaux qui représentent les GLAM. Dans les bibliothèques, on a un modèle de référence qui s'appelle LRM. Pour les musées, on a un autre modèle de référence qui est peut-être plus connu de certains d'entre vous qui s'appelle CRM. Et bien pour les archives, on a désormais un modèle et une ontologie de référence. Donc ici, ce sont quelques détails sur l'ontologie, dont je n'ai pas le temps de faire une présentation précise. Elle est déjà riche, mais tout en restant générique. Et elle permet également de décrire, outre les documents, les entités contextuelles aux archives. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait pour les producteurs ou les lieux représentés, ainsi que les relations entre ces entités. On trouve donc toutes les informations sur RICO et évidemment les sources, ainsi que des exemples sur le web. Donc nous avons choisi ce modèle parce qu'il permettait de représenter des relations d'agrégation fournissant des éléments de contexte immédiat à chacun des objets, de la photo au niveau le plus fin, au fond, au niveau global, en passant, selon les cas, par divers sous-ensembles, imbriqués les uns dans les autres, tels que le vol, la mission aérienne, le département ou l'album pour le fond LAPI. Grâce à ce modèle, on peut aussi distinguer l'objet intellectuel abstrait de ses matérialisations physiques. En l'occurrence, pour ces photos obliques, on a toujours un support analogique, et on a une numérisation, ce qui fait 2 ou 3 instantiations. On a aussi parfois numérisé pour de la conservation autant que pour la diffusion. Et avec le modèle, on peut évidemment, pour chacune de ces entités, exprimer, représenter finement ses caractéristiques pour les instantiations, la polarité, les dimensions, pour les records, les documents, la date, la commune photographiée, etc. Cependant, même si le modèle convient à tous les fonds, bien entendu, partant de différentes structures et formats de métadonnées sources, il a fallu mettre en place des chaînes de conversion et de restructuration des métadonnées différentes selon les fonds, mais aussi selon les enjeux et les besoins liés à chaque ensemble. Ainsi, par exemple, pour les photos obliques de l'IGN, bien entendu, il fallait absolument conserver les données sur l'emprise spatiale des clichés et les normaliser conformément aux standards GeoSparkle. Pour le fond Combier, une des difficultés était que pour géolocaliser les photographies, il fallait se servir des noms de fichiers, donc encore une particularité. Pour les albums du fond LAPI et les photographies de la cartothèque MRU, on avait 2 types d'enjeux. Le premier, dans l'ordre, était de lier ces métadonnées avec nos référentiels,
notamment des référentiels de lieux. Et le deuxième enjeu était de pouvoir également nourrir le système d'information archivistique de l'établissement, qui est celui qui permet de publier pour les usagers, dans ce qu'on appelle la salle des inventaires virtuelle, les métadonnées de l'ensemble de nos fonds. Donc il fallait également produire un autre format de sortie, intégrer ces fichiers, ces premiers fichiers dans le système d'information qui est attributaire, qui est attributeur des identifiants, permettant ensuite de faire une conversion dans le format RDF. Donc je vais repasser la parole à Nathalie pour la suite. Voilà, à vous faire Alors, pour rendre cette présentation de RICO un petit peu plus concrète, je vais vous présenter à quoi ressemblent finalement les métadonnées d'une image du fond des obliques de l'IGN, par exemple. Si je prends l'image oblique qui a comme identifiant 1947 _dur _87 _0011. Cette image aérienne, on va la représenter dans le vocabulaire RICO comme une instance de la classe principale qui est la classe record. Donc c'est une archive. Cette archive, on va lui donner un identifiant. Cet identifiant, comme c'est une archive qui va être publiée sur le web de données, c'est une URI, de façon à ce qu'elle soit accessible via cette adresse sur Internet. Cette URI, on l'a produite conformément à des standards de création d'URI pour le web de données, et en réutilisant l'identifiant interne IGN, de façon à toujours pouvoir remonter à la source. Cette ressource, donc, on va la décrire avec un certain nombre de propriétés. Sa date de création, son identifiant, son étendue spatiale, conforme au standard GeoSparkle, de façon à pouvoir faire des calculs spatials sur ces métadonnées, et une description de son type. Maintenant que j'ai la description de ma photographie en tant qu'œuvre, en tant que production intellectuelle, je vais décrire les différentes formes matérielles sous lesquelles elle est stockée à la photothèque de l'IGN. La première forme matérielle sous laquelle cette image est stockée, ça va être la plaque de verre, le négatif noir et blanc sur plaque de verre, qui est stocké à la photothèque. C'est une instantiation de mon image. Cette instantiation, elle va avoir un certain nombre de propriétés, elle aussi, pour la décrire, comme la taille de la plaque de verre, le type d'émulsion utilisée, le procédé photographique. Et cette instantiation, elle va être elle-même numérisée, ce qui va produire une deuxième instantiation dérivée, qui va être le fichier numérique qui sert à stocker, à sauvegarder cette image sous forme numérique, qui lui a également des propriétés, un format, du JPEG 2000, une résolution, 750 dpi, etc., etc. Mon image, elle va faire partie d'un certain nombre d'agrégations. Pour la retrouver, on la range dans des boîtes. La première boîte étant la bande qui a servi à faire la prise de vue. Cette bande, on va également la décrire dans les métadonnées, lui donner un identifiant de façon à pouvoir la retrouver, et lui faire porter éventuellement des propriétés. Cette bande, elle fait partie d'un vol, qui va également avoir des propriétés, comme par exemple la date de ce vol. En l'occurrence, c'était le 25 août 1947. Ce vol, il va faire lui-même partie d'un chantier de prise de vue, qui a lui-même des propriétés, comme son titre, Orléans, Vierzon, Saumur, qui fait partie d'une mission aérienne, qui elle-même va faire partie du fond des prises de vue obliques de la photothèque IGN. Et là, j'ai entièrement décrit mon image telle qu'elle est, telle qu'on la connaît à la photothèque de l'IGN, et conformément au vocabulaire RICO. Pour pouvoir permettre aux utilisateurs de faire plus facilement des requêtes par lieu sur les images, on a ajouté à ce graphe de connaissances deux référentiels de lieux sous forme de graphe de connaissances. Pour le cas des données IGN, donc on a converti la base de données Admin Express en graphe de connaissances et une partie des toponymes de la BD Topo. Ça va donner, par exemple, pour l'église Saint-Jean qui est située à Caen, le sous-graphe suivant. Voilà, et pour faciliter le fait de faire des requêtes spatiales avec des bonnes performances, on a précalculé un certain nombre de relations spatiales, comme les relations d'inclusion entre les lieux et les communes auxquelles ils appartiennent, ou entre les communes et les départements auxquels elles appartiennent, et leurs communes voisines, par exemple, ce qui va permettre d'accéder très très rapidement à l'ensemble des images qui sont situées sur une commune ou dans les communes voisines. Nos images, ensuite, on les a associées à ces référentiels de lieux. Et dans le cas où, par exemple, les images du fond LAPI, comme celle qui est présentée, étaient associées au référentiel de lieu des Archives nationales pour permettre d'avoir une interopérabilité entre les référentiels de lieu des Archives nationales et de l'IGN,
on a lié les deux référentiels de façon à permettre aux requêtes de fonctionner, quels que soient les liens qui ont été créés entre les images et l'un ou l'autre des deux référentiels. Ces métadonnées, finalement, ont été publiées sur le web de données, donc elles sont désormais accessibles via leurs URI. Si vous rentrez l'URL d'une de ces images dans un navigateur, vous allez accéder à la page située sur la gauche de votre écran qui va vous présenter cette image et ses métadonnées. En revanche, si c'est une application qui envoie cette URL en demandant à obtenir les métadonnées dans un format informatique, eh bien, cette application va pouvoir les récupérer directement dans le format demandé. Ce qui fait que ces métadonnées vont être directement intégrables dans votre application sans que vous ayez à les retravailler au passage. Ce qui a permis, pour y accéder, eh bien, il y a ce qu'on appelle un point d'accès Sparkle qui est disponible, qui vous permet soit d'écrire vos requêtes à la main, soit de les envoyer via une application en code pour récupérer les informations. Ce qui a permis donc d'alimenter un moteur de recherche multicritères que vont vous présenter Valérie et Florent dans la présentation suivante. Donc au bilan, les jeux de données RDF qui ont été publiés sous forme de graphes de connaissances, ils vont couvrir donc pour l'IGN l'intégralité des 36 055 photographies obliques qui ont été traitées dans le projet, les notices d'autorité qui décrivent les producteurs de photographies, les commanditaires, les référentiels de lieu Admin Express et une partie des toponymes de la BD Topo, leurs relations spatiales, les liens avec les référentiels des archives nationales, et une extension du vocabulaire RIC-O pour décrire plus spécifiquement des jeux de données géographiques, comme ici les fonds d'images aériennes avec les notions de bande, de vol, de mission, de chantier. Mais également, il y a une partie de l'extension qui est disponible pour décrire des cartes anciennes, si vous le souhaitez. Pour le musée Nicéphore-Niepce, on a publié donc les 8295 photographies aériennes traitées dans le projet. Pour les archives nationales, ont été publiés 85 albums de photos aériennes du fonds LAPI, sur les 158 disponibles, pour l'instant. Les 9600 photographies aériennes au petit format de la cartothèque MRU sont également publiées, reste à traiter les grands formats. Toutes ces métadonnées sont téléchargeables librement, soit sur le GitHub des archives nationales, mais également vous pouvez y accéder via le Sparkle Endpoint ou sur le site du projet. Les référentiels utilisés sont eux aussi publiés et disponibles, dont le référentiel de lieu de l'IGN ou pour les photos et également pour les photos de la cartothèque MRU, les versions EAD, donc un format XML utilisé aux archives nationales, de même que les mêmes métadonnées sont interrogeables et consultables sur la salle des inventaires virtuels. Et si vous voulez plus de détails sur le traitement qui a été effectué sur les métadonnées des archives nationales, vous avez une présentation qui est disponible. En conclusion, cette première mise en œuvre française de l'ontologie RIC-O s'est avérée plutôt très efficace. On a pu publier des quantités significatives de métadonnées sur des documents d'archives conformément à ce nouveau standard, des métadonnées qui provenaient de plusieurs institutions, qui présentaient un certain nombre de difficultés d'harmonisation. Et au bilan, le vocabulaire s'est révélé très facilement adaptable à l'ensemble des fonds, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un graphe de données liées qui décrivent les photographies du projet, leurs producteurs, leurs commanditaires, les lieux couverts, et qui est publié sur le web et interrogeable, avec en perspective de développement l'enrichissement des référentiels, en particulier à l'aide de croisements spatiaux, éventuellement l'utilisation du moteur d'indexation d'images qui permettrait de créer donc des liens entre deux photographies et de propager les métadonnées d'une photographie par exemple très bien décrite vers une photographie moins bien décrite, à partir du moment où on sait qu'elle représente le même lieu. Et on sait d'ores et déjà que ces photographies ont de bonnes chances d'être réutilisées dans le cadre d'autres projets de recherche. Je pense par exemple au projet ANR Mémomine, puisqu'on a un certain nombre de prises de vue qui ont été réalisées sur les bassins miniers du Nord et que les photographies les intéressent. Merci pour cette présentation très intéressante. Donc, Bénédicte Buchet, chercheuse au LASTIG. J'avais une question, je pense que c'est peut-être pour vous deux, dans un slide de Nathalie, tu montres que dans les métadonnées qu'on associe à une source, à un record, une instantiation ou record, à un moment donné, on met des types en fait, qui disent quels sont les types d'objets qu'on est susceptible de trouver. Voilà. Et je me demandais, en fait, quand on fait des données géographiques, une des difficultés, c'est ces définitions de type, en fait,
de classification qui peuvent être suffisamment homogènes et fidèles quand même à des réalités différentes. Je me demandais quelle est l'expérience que vous avez eue pour trouver les bons vocabulaires contrôlés pour décrire ces types. Je ne sais pas si c'est clair. Je pense que c'est plutôt... Tu vas parler de façon, je vais répondre de façon très générale. Donc, effectivement, dans l'ontologie, vous avez une classe qui s'appelle Record Set Type pour catégoriser des record sets et une classe qui s'appelle Documentary Form Type pour catégoriser des records. Et vous pouvez peupler ces classes avec des instances par exemple, d'un vocabulaire SCOS. Tout le problème est du coup, effectivement, d'élaborer ce genre de vocabulaire. Alors, je voulais, avant que Nathalie n'explique peut-être un peu plus l'extension qu'elle a faite, aux archives nationales, nous, on utilise déjà un référentiel des record sets pour les record set type et un autre pour les documentary form type, mais pour ce projet, on y trouvait très peu de réponses, parce que ce sont des référentiels beaucoup plus génériques qui couvrent la très grande diversité des archives que nous conservons. Aux archives nationales, vous avez les archives des administrations centrales de l'État, qu'il s'agit de photos, mais surtout de grandes masses de papier, ou d'archives nativement numériques. Et les photographies ne sont pas la seule catégorie de documents que nous conservons. Et donc nous avions un manque de profondeur et de précision que nous avons commencé à combler dans le cadre de ce projet. Ensuite, nous avions, alors pour revenir au cas LAPI, nous avions essentiellement comme agrégation des albums, ça figurait déjà dans notre référentiel, et ensuite des groupes par commune ou par département, et ça on ne les a pas qualifiés spécialement, on a juste dit que tel record set avait pour sujet telle commune, ce qui permet ensuite de propager l'information sur chaque photo en raisonnant. Pour les obliques IGN, la question était un peu plus complexe parce qu'effectivement, on avait bel et bien des regroupements bien spécifiques, et je pense que peut-être tu peux compléter ce que je vais raconter. En fait, ça n'a pas posé spécialement de difficultés dans la mesure où il n'y avait pas de vocabulaire disponible par ailleurs. J'ai cherché un petit peu sur l'OV. Bon, clairement, il n'y avait pas de vocabulaire pour décrire les notions de bande, de vol, de chantier, de mission. Donc finalement, j'ai fait une extension du vocabulaire RICO où c'était moi qui décidais du vocabulaire en accord avec moi-même. Donc il n'y a pas eu besoin de créer des liens ou comment dire, de trouver des équivalences entre des classifications très hétérogènes, comme ça peut être le cas en occupation du sol, par exemple, où là, on aurait eu effectivement une grosse difficulté. Sur cette extension, du coup, pour ces 4 notions-là, c'était relativement simple. J'ai eu un petit peu plus de difficultés parce qu'on avait fait des premiers tests sur les fonds de la cartothèque également, où là, on a des classifications qui sont un petit peu moins simples pour les cartes anciennes, et où là, j'ai dû faire des choix en termes de vocabulaire, parce qu'on a des métadonnées un petit peu plus hétérogènes avec une classification moins claire. Mais là encore, il n'y avait pas de vocabulaire disponible, donc finalement, j'ai pas eu à créer des liens avec d'autres vocabulaires. On a comparé avec les thésaurus du ministère de la Culture, on retrouvait assez peu les notions dont on avait besoin pour décrire ces métadonnées-là. Y compris sur le thésaurus des techniques photographiques. Il y a quelques cas où on a pu faire des liens, mais dans beaucoup de cas, on a dû créer nous-mêmes les concepts. Et oui, je voulais ajouter que le concept de mission aérienne, nous l'avons également utilisé, que tu as créé dans l'extension. Nous l'avons également utilisé pour la cartothèque MRU, puisque, comme je le disais tout à l'heure, les négatifs, enfin les phototypes sont organisés par mission aérienne. On a donc identifié des record sets de type mission aérienne. Voilà, qui porte donc l'intitulé, un intitulé, une date. C'est pourquoi je parlais de l'importance de la contextualisation. Une photo ne parle pas forcément toujours d'elle-même ou toute seule. Le support photographique ne présente pas toutes les informations, toutes les métadonnées n'y figurent pas. Il faut... voilà, c'est l'idée.